Broussy. Bien. Il faut aller les chercher, les intervenants. Luc, tu n'es pas un homme de l'ombre. Viens aux lumières. Voilà. Installez-vous, Marc Bourquin. Il m'en manquait encore. Willy. Voilà. Installez-vous. Alors normalement, je préviens les futurs intervenants, la petite musique, le petit jingle que vous voyez, vous sert pour monter sur scène. Voyez ? Bien, messieurs, bonjour. Bienvenue. Willy Sirette, directeur général de LNA Santé, 83 établissements sanitaires et médico-sociaux en France, en Belgique et en Pologne. Marc Bourquin, conseiller spécial de la Fédération hospitalière de France. Et puis enfin, Luc Broussy, président, entre autres président de France Silver Eco. Bienvenue à tous les trois. Avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter pour l'instant Annie Vidal, députée Renaissance de Seine-Maritime, à l'origine de la proposition de loi pour bâtir la société du bien vieillir en France, portée par les groupes Renaissance et Horizon. Elle est retenue aujourd'hui à l'Assemblée. Vous avez entendu parler, Elliot, il y a un petit truc qui se débat aujourd'hui à l'Assemblée. Ça vous parle? Oui, tant mieux. Mais elle tenait à vous adresser un message. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'introduire cette table ronde sur une question évoquée de manière récurrente, la réforme du grand âge. Bien que je regrette de ne pouvoir être à vos côtés, comme je l'ai souvent fait à l'occasion de votre congrès annuel, temps fort pour votre secteur. Je suis actuellement retenue en hémicycle, comme vous le savez certainement, pour l'étude de la proposition de loi visant à abroger la réforme de retraite. Vous l'avez compris, les enjeux sont importants et nous sommes toutes et tous très mobilisés pour repousser ce texte, comme nous l'avons fait en commission des affaires sociales, car il est essentiel de pérenniser notre système de protection sociale. Dans la question de la table ronde, réformer le secteur du grand âge entre parenthèses, est-il possible? Je vois deux approches ou deux questions. Si la question porte sur notre possibilité de réformer dans le contexte politique actuel et notamment avec la composition de notre Assemblée telle que les Français l'ont voulu, je vous dirais que oui, même si c'est chronophage et énergivore, nous sommes malgré tout aujourd'hui en capacité de proposer des réformes structurelles. D'ailleurs, à l'exception des textes budgétaires, tous nos autres textes ont été votés, comme la loi de programmation militaire la semaine dernière, ou encore la loi d'accélération de production des énergies renouvelables un peu avant, et j'en passe. Même si le débat est souvent rude, notre volonté de réformer reste intacte, car cela est nécessaire. Deuxième point, réformer le secteur du grand âge est-il possible? J'y vois là une certaine déception eu égard à la loi grand âge tant attendue, voire une inquiétude. Je le comprends et regrette tout autant que vous l'absence d'un projet de loi englobant l'ensemble des sujets relatifs au grand âge, dont la gouvernance et le financement, donnant ainsi une plus grande visibilité à la politique de l'autonomie. Toutefois, malgré l'absence de projet de loi, nous ne sommes pas restés inactifs. Si beaucoup de choses ont progressé depuis 6 ans, il reste encore beaucoup à faire dans un secteur qui a été sérieusement percuté par les 2 ans de crise sanitaire, puis par les révélations du livre de Victor Castanet, et cela alors que nous sommes dans une transition démographique de grande ampleur, à l'intérieur de laquelle les très âgés sont en croissance considérable. Notre société vieillit et nos concitoyens ont besoin d'être accompagnés dignement. Ils aspirent, et c'est légitime, à bien vieillir. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu faire, sans plus attendre, ce qui peut l'être, et c'est ce qui sous-tend la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir. Cette proposition de loi apporte des réponses concrètes à des attentes clairement identifiées. Il s'agit d'une loi sociétale qui vise à impacter la vie quotidienne. Ce n'est pas un projet de loi, donc l'ensemble des questions ne peut être abordé. Toutefois, comme nous sommes contraints dans le cadre même d'une proposition de loi, nous l'avons construite avec des accroches afin qu'elle puisse être enrichie pendant le débat parlementaire, et c'est ce qui a été fait. Avec cette proposition de loi, nous souhaitons donner davantage de souffle à notre politique de l'autonomie. Par exemple, en débattant des moyens affectés à la politique de l'autonomie au-delà de la 5e branche au sein d'une loi de programmation pluriannuelle. Nous répondons également à la demande de simplification des parcours des personnes âgées et de leurs proches. Vous le savez, l'éclatement du paysage institutionnel de notre politique autonomie nuit à son efficacité, mais aussi à l'accès aux droits des usagers. Aussi, nous créons le service public territorial de l'autonomie, instance de coordination des acteurs et guichet d'accompagnement global des personnes en perte d'autonomie.
La prévention et la lutte contre la maltraitance et contre l'isolement font aussi l'objet de fortes attentes. Nous créons à cet effet une cellule territoriale de coordination dans chaque département pour le traitement, le suivi des alertes et leur signalement au procureur. Nous réaffirmons les droits fondamentaux des personnes vulnérables, notamment le respect du droit à la vie privée et familiale, dont le droit à recevoir la visite d'un proche, et nous précisons le rôle de la personne de confiance et des mandataires judiciaires. Nous proposons également des mesures de sécurisation, de simplification et d'anticipation des dispositifs de mise sous protection juridique lorsque celle-ci est nécessaire, comme par exemple la possibilité de désigner un tuteur de remplacement en cas de décès. Pour les intervenants du domicile, nous instaurons une carte professionnelle et une aide à la mobilité. Nous soutenons le développement de l'habitat inclusif et de toutes les formes d'habitat intermédiaire. Enfin, pour informer utilement les résidents des EHPAD et leurs familles et restaurer leur confiance, nous imposons une obligation de transparence sur les résultats des évaluations de la qualité et de publication des indicateurs et du taux d'encadrement. Sans épuiser le sujet du grand âge et sans se substituer à un projet de loi, cette proposition de loi constitue, avec les conclusions du CNR Bien Vieillir, le premier pilier d'une réforme de l'autonomie très attendue. Elle sera utile aux personnes âgées, à leurs familles et aux professionnels. Et j'attends avec une grande impatience la date retenue avant le 21 juillet pour en terminer l'examen en séance publique. Je sais par ailleurs que certains des amendements proposés par le gouvernement suscitent beaucoup d'inquiétudes dans votre secteur. Ce texte ne s'est pas fait sans concertation. Le ministre a reçu les principaux dirigeants des fédérations et groupements concernés et j'ai également conduit des auditions. Je remercie d'ailleurs pour les échanges que nous avons eus à cette occasion. Le premier amendement est celui relatif aux EHPAD privés et à leurs gestionnaires qui devront s'inscrire dans le cadre de sociétés à mission afin de renforcer les exigences en termes d'engagement, d'intérêt général et d'utilité sociale. Nous avions introduit cette notion de société à mission dans le cadre de la loi Pacte en mai 2019. Cela permet à une entreprise de mettre en évidence l'existence de l'intérêt social. Je sais que vous avez conduit beaucoup d'auditions dans ce sens et je ne doute pas que nous partagions ensemble ce bel objectif eu égard à la contribution essentielle que porte votre secteur pour le grand âge. L'autre amendement qui semble vous inquiéter vise à obliger les EHPAD privés lucratifs et leurs gestionnaires à consacrer une fraction des bénéfices, qui ne peut être supérieure à 10%, au financement d'actions en faveur de l'amélioration du bien-être des résidents. Il s'agit d'une mesure de régulation économique qui, de fait, est déjà appliquée par bon nombre d'entreprises de votre secteur. Nous venons simplement la consacrer dans la loi. Enfin, nous proposons de renforcer la surveillance des prises de contrôle d'EHPAD par des groupes privés lucratifs en soumettant tout changement dans les modalités de contrôle de la personne morale gestionnaire à une autorisation préalable. Il s'agit ainsi de garantir une régulation plus précise et plus transparente. Je sais que ces changements majeurs garantiront que les modifications sont réalisées dans le meilleur intérêt des résidents. Je pense très sincèrement que ces mesures de régulation permettront de restaurer la confiance qui a pu être abîmée par les récents scandales grâce à plus de transparence et je pense également que ces mesures devraient être étendues au secteur privé associatif, notamment dans le cadre des regroupements importants. À ce stade, ces amendements n'ont pas encore été discutés et votés et le débat reste donc ouvert et je suis bien sûr à votre écoute sur ce point. Tout comme vous, et au-delà de ce qui a pu être fait, je suis convaincue que le secteur du grand âge a besoin de réformes plus structurelles pour faire face aux défis actuels et à venir. Je pense bien sûr aux questions de financement et de gouvernance. Sur la gouvernance, la Première ministre doit constituer une mission avec sénateurs et députés pour aller chercher et construire le consensus qui n'existe pas aujourd'hui. Pour les financements, nous aurons à compter du 1er janvier 2024 0,15 de CSG en plus qui viendront abonder la branche autonomie, soit près de 2,5 milliards qui, à mon sens, devront être complétés par d'autres financements. À ce stade, toutes les possibilités sont sur la table. Vous l'aurez compris, je pense toujours qu'il nous faut une loi grand âge pour traiter ces questions qui relèvent du gouvernement et pas d'une initiative parlementaire. Et soyez certains que je reste très engagée sur ce point. Je conclurai en disant que si cette proposition de loi vient poser une première pierre pour bâtir la société du bien vieillir, elle ne peut être considérée comme solde de tout compte. Elle doit constituer avec les conclusions du CNR Bien Vieillir, auquel, cher Luc, vous avez grandement participé, les prémices d'une réforme ambitieuse de l'autonomie. Les besoins du secteur sont encore très nombreux, même si nous y apportons des réponses de façon continue à travers les mesures adoptées dans les derniers PLFSS.
Nous attendons donc aujourd'hui la feuille de route que le ministre présentera dans les prochaines semaines et le PLFSS 2024 qui portera les mesures financières de la PPL Bien Vieillir si celle-ci est votée par les parlementaires, mais je n'imagine pas que cela puisse être autrement. En attendant de poursuivre ces travaux ensemble et vous réaffirmant que oui, la réforme du secteur du grand âge est encore possible et que je resterai mobilisée pour cela, je vous souhaite une très bonne table ronde pour continuer les réflexions que je regrette de ne pouvoir partager avec vous en direct. Merci de votre attention. Voilà pour le message d'Annie Vidal. Alors avant de vous faire réagir, messieurs, saluons avec nous en visioconférence Agnès Firmin Lebaudot, ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la Prévention, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Madame la ministre, bonjour. Elle nous entend, c'est bien. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour et bienvenue. Je vous donne la parole d'ici un instant. Pour le moment, Luc Broussy, revenons sur cette proposition de loi pour bâtir la société du bien vieillir en France, dont l'Assemblée a commencé à débattre à la mi-avril. Elle compte 14 articles. L'examen s'est arrêté pour l'instant à l'article 6. On ne sait pas quand ça doit reprendre, visiblement avant le 21 juillet, d'après ce que disait Madame Vidal. Alors, elle parle de réponses concrètes à des attentes clairement identifiées, une loi sociétale pour impacter la vie quotidienne. Vous en pensez quoi, à vous ? Du mal. Du mal parce que, et le propos de Annie Vidal l'illustre de manière presque caricaturale, ce qui manque, je ne parle pas de ce gouvernement particulièrement, je ne veux pas personnaliser même si, ce qui manque c'est un grand dessein. Ce qui manque c'est que on est en face de nous des gouvernants dont on a l'impression qu'eux-mêmes pensent l'avenir, qu'eux-mêmes ont une stratégie à l'esprit. Et ensuite, les lois, les PLFSS, les PPL, les plans sont une application de cette stratégie. Mais il n'y a pas de stratégie. Ne la cherchez pas, elle n'existe pas. Donc, du coup, on a une politique très brouillonne, fait de sigles, PPL, CNR, PLFSS, et tout part d'une certaine manière de juin 2018, au moment où le président de la République, ayant pris conscience des mouvements qui s'étaient, des mouvements sociaux qui avaient eu lieu dans les EHPAD, a fixé ce grand dessein, une loi grand âge. Et puis il y en est revenu. Il en est revenu pour des raisons diverses et variées, surtout politiques, plus que financières au demeurant. Bref, il y en est revenu et en 2022, dans la campagne présidentielle, cette loi a disparu. Donc elle n'est plus une loi aujourd'hui qu'on est en légitimité d'attendre, puisqu'elle a disparu des promesses présidentielle. Donc c'est ça aussi qui crée ce décalage, c'est qu'aujourd'hui encore on parle de loi grand âge, mais il n'y a plus de loi grand âge. Il faut arrêter avec ça, elle n'existe plus. Même le président n'en veut plus. Alors oublions la loi grand âge, elle n'existera pas. C'est pas la peine de passer tout son quinquennat à demander quelque chose qui n'arrivera jamais. Donc du coup, il y a eu deux formes de subterfuges qui sont apparus. À la rentrée, au moment où tout le monde vous souhaitait à nouveau une loi grand âge, le gouvernement a dit CNR. Et il y a eu un CNR bien vieillir, j'ai eu quelques responsabilités, Myriam El Khomri aussi, Daphna et d'autres. Là aussi, à part, au fond, une forme d'attentisme, le CNR n'a pas été ce qu'il aurait dû être. Conseil national de la refondation, et vous avez participé au CNR bien vieillir. Voilà, j'étais un des copilotes. Bon. Mais en réalité, j'ai recopié mon rapport de 2021 et j'en ai résumé, quoi. Bon, il n'y a pas eu de dynamique. Les professionnels n'ont pas été, associés à cette dynamique. On a raconté une histoire pour les enfants, c'est-à-dire que nous allions aller à la rencontre de la population, des vrais gens. C'était comme ça le principe. Moi, je l'ai fait, j'en ai fait 3, donc j'ai vu les vrais gens. Et tout ça n'a pas créé la dynamique. Ça a juste permis d'attendre la fin du mois de juin. Enfin, la fin du mois de mai, puis le début du mois de juin, puis la fin du mois de juin, que Jean-Christophe Combe puisse publier un plan. Et jusqu'à ce jour, le calendrier reste a priori toujours le même. Mais en même temps, les parlementaires, eux, avaient envie d'exister, les parlementaires de la majorité. Donc, ils ont à Noël déposé, vous vous en rappelez, puisque c'est arrivé à peu près au moment de votre grand zapping, au mois de décembre, une proposition de loi. Et là, franchement, Annie Vidal a beau jeu de dire aujourd'hui, oui, mais une proposition de loi, ça ne peut être qu'une petite loi. Très bien, mais enfin, elle pouvait poser les enjeux.
Or, elle a multiplié les petits articles de détail sur des sujets qui ne sont pas majeurs. Donc, c'est ça qui crée cette impression de malaise. On ne peut pas dire que le gouvernement ne s'occupe pas du tout de ces sujets-là. Au contraire, je vais presque dire qu'il est très proactif. Le CNR, la PPL, là, mais d'autres en parleront, il y a des ateliers, cette fois-ci, sur la tarification des EHPAD qui viennent de s'ouvrir il y a maintenant une quinzaine de jours. On se demande pourquoi ils n'ont pas été ouverts il y a 6 mois, les sujets étaient les mêmes. Bon. Donc, il y a une multiplicité d'initiatives, mais on a l'impression que c'est un atelier d'animation, mais sans, une fois plus, dessin, sans projet. Mais alors, puisque vous dites, Luc, bon, oublions la loi, il n'y en aura pas dans ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Le secteur peut-il se réformer sans loi, sans une loi? Oui, évidemment. Oui, évidemment. Alors, j'apporte un bémol quand même. La PPL initiale avec 14 articles, c'était vraiment ni fait ni à faire. Bon. Mais le gouvernement, je le reconnais, l'a singulièrement musclé quand même, en y apportant des articles importants, vraiment. Et donc la PPL d'aujourd'hui n'est plus celle d'il y a 2 mois. Il y a 2 mois, la PPL, même les parlementaires n'avaient même pas envie d'en discuter. Là maintenant, au contraire, on se dit qu'elle peut être enrichie maintenant, elle peut être enrichie au Sénat, parce que le Sénat historiquement a toujours été très allant sur ces sujets-là. Le problème, c'est que maintenant, elle est encalminée. Voilà. C'est maintenant qu'on veut la loi, mais il n'y a plus la loi. On s'est arrêté à l'article 6, et il n'y a que Annie Vidal qui pense qu'elle va être programmée à nouveau dans les prochains jours. Bon. Elle était programmée le 1er et le 2 juin, et il y a eu une conférence des présidents il y a 10 jours qui a dit « ben non, ce ne sera pas le 1er et le 2 juin ». Donc personne ne sait aujourd'hui si cette PPL reviendra au Parlement, quand elle reviendra au Parlement, et si elle ira à son terme. Donc là ça ajoute un peu à la frustration, j'allais dire, puisqu'on n'attendait pas de loi, mais maintenant qu'elle arrive, elle est mauvaise, et puis maintenant qu'elle devient bonne, elle ne va pas... Donc la réforme, comment se fera-t-elle? Mais en revanche, un point pour répondre à votre question. Et là, je prends à témoin ceux, mais j'en vois quelques-uns dans la salle, qui sont là depuis très longtemps dans cette profession. Il y a une vingtaine d'années, les pouvoirs publics pensaient. Je prends quelque chose d'aussi fondamental que ce qu'on a appelé, improprement d'ailleurs, la réforme de la tarification, qui était une réforme de la tarification et une révolution de la qualité. C'est ce qui a, au fond, totalement renouvelé l'exercice de notre profession. Eh bien, ce sont les pouvoirs publics qui ont été moteurs. Tout cela s'en rappelle. C'est à la direction, direction de l'action sociale, DGCS aujourd'hui, qu'on a mûri ce projet-là. Et c'est les professionnels qui traînaient un peu des pieds derrière. Oui, mais est-ce que vous pensez vraiment je n'ai pas compris, enfin d'autres... Bon. 20 ans après, c'est exactement l'inverse. Les pouvoirs publics ne pensent plus, l'administration centrale ne pense plus, et l'innovation, elle vient du terrain. Je vous prends 2 exemples pour illustrer cela et en même temps manifester mon agacement sur ces 2 sujets. Le premier, l'EHPAD plateforme. On est en train de théoriser qu'il y a 7000 EHPAD en France, que 80% des Français ont un EHPAD à moins de 6 ou 7 km de chez eux, que l'EHPAD peut jouer un rôle d'aménagement du territoire au moment où il y a des déserts médicaux formidables, qu'il peut jouer un rôle d'aide à ceux qui sont maintenus à domicile dans le périmètre de l'EHPAD. Cette belle idée, elle se transforme en CRT, comment on appelle ça, le CRT, le centre de ressources territoriaux, où il y en aura un par département, sur un appel à projet, dirigé par l'ARS, et c'est un petit truc de rien du tout. Alors, Marc Bourquin dira que c'est mieux que rien, oui, mais enfin, ça aurait pu être beaucoup mieux. Bon. Donc voilà une belle idée que vous, pour certains, vous avez développé à travers l'article 51 sur certains territoires, et au moment de le généraliser, ça devient un petit truc. Deuxième exemple, l'EHPAD du futur. Moi, je trouve qu'il y a un véritable, j'en reparlerai si j'ai le temps après, de 2030, parce que maintenant, il faut tout de suite commencer à parler de 2030. C'est maintenant que le secteur privé, notamment, doit penser à 2030. Ça se prépare maintenant. Bon. Eh bien, l'EHPAD du futur, comment il sera organisé demain, architecturalement, en termes de design, qui recevrons-nous, ces 68 arts qui arriveront à l'âge de 85 ans en 2030. Tout ça est absolument passionnant. Ça s'est transformé en quoi? En laboratoire des solutions de demain à la CNSA, qui fête son 2e anniversaire, qui n'a rien produit, absolument rien produit. Il faut dire qu'avec un laboratoire des solutions de demain, ça fait LSD, donc il ne faut pas s'étonner que ce soit un peu fumeux. Mais Marc en faisait partie. Je crois qu'il a pas la liberté de parole que je peux avoir sur le sujet, puis il en fait partie, mais la conclusion est la même. Cette belle idée, on aurait réuni les professions sur l'EHPAD, réfléchissons ensemble, c'est quoi l'EHPAD? Et ça, c'est à vous, professionnels, de penser l'EHPAD de demain, de savoir ce qu'il sera. C'est pas aux ARS, qui ont plein de qualités, mais pas celle-ci. Donc voilà, ce que je dis en une dernière phrase, c'est qu'il faut renverser la logique. Soyez convaincus qu'au lieu tous les jours d'attendre que le fruit tombe et qu'une loi viendra solutionner vos sujets,
c'est désormais véritablement sur le terrain, dans les territoires, que surgira l'innovation, malgré parfois le fait que les pouvoirs publics ne les encouragent pas toujours aussi bien qu'ils devraient. Merci. Luc. Marc Bourquin. Est-ce que vous attendez quelque chose, vous, de la feuille de route du plan dont parlait Luc, que doit nous annoncer le ministre Jean-Christophe Combe mi-juin, fin du mois de juin? Qu'est-ce que vous en attendez? Écoutez, moi, de toute manière, je suis un incorrigible optimiste. En ce sens que, par hypothèse, je pense que ça serait une mauvaise chose de dire qu'on n'en attend rien. L'avenir n'étant écrit nulle part, il faut essayer d'avoir l'optimisme de la volonté. Oui, enfin là, ce que j'entends, c'est « je n'en attends rien ». Non, là, vous exagérez un peu en disant que je n'en attends rien. Je vais vous dire ce qu'il pourrait y avoir dedans et qui du coup, serait un petit peu convaincant. La première chose, c'est effectivement d'embrasser réellement l'ensemble des sujets pour construire une société de la longévité. Alors, je peux me permettre d'en parler un peu puisque on a, vous le savez, au début de l'année, publié une espèce de loi idéale. Et je pense que effectivement, la première chose, c'est de partir de la nécessité de prévenir la disparition ou la perte de l'autonomie. C'est pas un sujet médical. C'est un sujet sociétal, dont sans doute le plus fondamental et peut-être le plus difficile à aborder, c'est l'isolement et la solitude. Mais on peut faire des choses là-dessus. On peut faire des choses sur l'identification des signes que la robustesse, d'ailleurs c'est ce que les scientifiques appellent vieillir de manière robuste, est en train de s'étioler sur tel ou tel domaine, alors justement parce qu'il y a un phénomène dépressif, parce qu'il y a de la dénutrition. Et là-dessus, ça me permettra d'être un petit peu plus optimiste que Luc, il y a des accroches quand même dans la PPL. Si d'aventure elle va jusqu'au bout, ce qu'évidemment nous souhaitons, c'est l'idée, au fond, qu'il y a une responsabilité sur les territoires d'identifier les fragilités. Donc ça, c'est un premier élément. Après, je pourrais développer d'autres choses, mais comme le temps est compté, la première chose, donc, si vous voulez, l'idée, c'est que si feuille de route il faut qu'elle porte loin, qu'elle porte le regard très au-delà du médico-social, sur l'ensemble des actions qui peuvent être menées, qu'elles relèvent de l'habitat, des transports, ou même d'actions finalement liées à l'accompagnement d'une bonne vie finalement. Mais il y a aussi un aspect plus immédiat. Parce que si on veut prendre la route, il faut quand même non seulement savoir où on va, mais avoir un peu d'électricité dans la batterie. Et là, je finis là. Là, on a un souci majeur et on ne peut pas ne pas alerter sur la situation, notamment financière, mais aussi en termes de ressources humaines. J'allais y faire allusion, voilà, permettez-moi, puisque dans un courrier commun signé avec la FEAP et le CINERPA le 25 avril dernier, la FHF pointait le risque d'asphyxie du secteur et la faiblesse des moyens au regard des hausses de coûts subies. En sommes-nous vraiment là? Absolument. La situation est extrêmement préoccupante. J'ai noté tout à l'heure, Julien Sanson a évoqué la comparaison avec l'Allemagne. C'est très simple. Il y a un effet de ciseau. Il y a une hausse des coûts, que ce soit des coûts salariaux, dont par ailleurs on se réjouit, ou d'autres coûts liés à l'énergie et à d'autres dépenses, même si on peut espérer que ça va s'améliorer. Les prix vont pas baisser. En gros, faire très simple, on a eu 10% d'augmentation des coûts et les tarifs ont augmenté de 1% en 2021 et de 2 à 3% en 2022. Un peu mieux, et personne n'y verra de polémique, pour le secteur commercial qui, lui, a obtenu du ministère des Finances une augmentation de 5% des tarifs. Là, pardon de parler un peu finalement d'argent, mais là, il y a un sujet majeur et extrêmement préoccupant. Et malheureusement, même si elle contient quelques points favorables, notamment sur les services infirmiers à domicile, la circulaire qui vient d'être publiée ne nous rassure pas. Au contraire,
la partie soins du financement des établissements est elle aussi en deçà des coûts. Donc là, oui, on attend, au-delà finalement de la photographie générale d'un objectif. Alors Luc, à juste titre, manifeste son inquiétude sur le fait qu'il y ait une stratégie. Espérons qu'à la fin juin, on va voir qu'il y en a une. Mais il n'y a pas de stratégie sans moyens. Et donc là, il faut des actes précis. Il y a des tables rondes, des groupes de travail qui doivent commencer dans les semaines qui viennent. Je suis un peu inquiet parce que ça devait commencer déjà il y a quelques semaines. Et le temps court, se préparent les choix pour 2024. Donc il faut que dans les semaines qui viennent, on puisse réellement mettre sur la table les questions d'indexation, la question de la fusion des tarifs soins et dépendance, et aussi la question du paramétrage de ce fameux forfait global de soins. Voilà, je sais que c'est technique, mais je sais aussi que dans la salle, chacun comprend de quoi il est question. Voilà ce qu'on attend des semaines et des mois à venir. Et puis je reviendrai peut-être sur la loi de programmation que d'ailleurs Annie Vidal a évoquée dans son propos. Bien, merci. Willy Sirette, le CINERPA a publié en avril une plateforme de 40 propositions pour alimenter la réflexion des pouvoirs publics. On rappelle quelles en sont les grandes lignes ? Alors ça concernait les EHPAD, les services et les résidences-services. Je ne vais pas vous les détailler parce que sinon on va passer toute la matinée, mais il y avait un certain nombre de sujets que Luc a évoqués d'ailleurs. Faire des EHPAD notamment des lieux plus ouverts, plus experts, l'expert local du bien vieillir. Des propositions qui étaient assez communes avec celles qui ont été faites par la FHF en début d'année. Donc sur les propositions, je pense que les acteurs sont assez alignés. Il y en avait deux que je rajoute, ou qu'on est en train de rajouter d'ailleurs, côté CINERPA. Dans la restauration de la confiance, des éléments très simples. D'abord, pour avoir passé nos premières évaluations externes, la nouvelle version, la HAS, à mon avis, n'est pas allée jusqu'au bout. En sanitaire, on est un certain nombre dans la salle à avoir des établissements sanitaires. Le résultat, il est clair, il est lisible. Vert foncé, vert clair, orange, rouge. Ça donne une espèce de note. C'est très visible. En médico-social, ça donne rien. Le résultat, il n'est pas lisible. Il ne se résume pas par quelque chose. C'est vraiment dommage. C'est pas compliqué à faire, mais c'est vraiment dommage parce que quand vous avez une bonne certification, c'est une fierté pour les équipes. Et là, le résultat, il n'est pas lisible en médico-social. Je comprends pas qu'on ne s'inspire pas plus du sanitaire. Puis le deuxième sujet, c'est obliger la publication des rapports de contrôle, des rapports d'inspection des établissements faits par les ARS ou les conseils départementaux. Et obliger le gouvernement à publier une synthèse annuelle auprès du Parlement de ces rapports de contrôle. Parce qu'il faut objectiver la situation. Parce que quand les ARS, c'est pas ce qui se passe du tout à l'Assemblée nationale, et je vais y revenir. Quand les ARS, la RS Île-de-France par exemple, dit l'année dernière, j'ai réalisé 101 inspections, 71% dans des établissements privés, lucratifs évidemment dans le document, moi je vais dire privé tout court, et les injonctions, elles ont concerné à part à peu près égale des établissements publics, associatifs ou privés. Ça veut dire que quand les privés que nous sommes sont plus contrôlés, finalement les injonctions, elles sont réparties sur un tiers. Donc on a moins d'injonctions en proportion. Quand le département de la Gironde, donc on ne pourra pas taxer de pro-privé commercial, publie récemment dans la presse, dans Hospimédia notamment, le résultat de ses contrôles pour 2022, la conclusion c'est nous n'avons pas observé de problématique qualité ou sécurité qui soit propre au secteur privé, là aussi lucratif dans le rapport. Donc sortons des fantasmes qui nous sont assénés à l'Assemblée nationale et au Sénat d'ailleurs aussi, et objectivons la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a pas plus de sujets avec les EHPAD privés commerciaux qu'avec les autres. Et quand on interroge, c'était ce que je faisais la semaine dernière, une députée pour dire qu'est-ce que vous pensez de notre proposition d'obliger le gouvernement à faire un rapport auprès du Parlement tous les ans sur la synthèse des contrôles, sa réponse était « Ah ben non, mais il n'y a pas de problème. Nous, en tant que députés, quand on veut les avoir auprès des ARS, on peut les avoir. » Ben, c'est pas le sujet. Parce que imaginez juste si toutes les injonctions avaient été destinées vers notre secteur privé commercial. Ben là, c'était la une du Canard enchaîné, hein. C'est évident. On montrait par les contrôles que les privés commerciaux étaient des salauds et qui faisaient mal leur métier. Là, c'est exactement l'inverse qui est dit, mais il n'y a pas besoin de le faire savoir. Ben non, je partage pas ça, non. Est-ce que la question de la gouvernance, un sujet cher à Marc Bourquin, Annie Vidal en a parlé d'ailleurs, elle a dit que ça ne faisait pas consensus. Ça, c'est sûr. Le pilotage éclaté
des politiques du grand âge, les départements d'une part, l'État par le biais de la CNSA et de l'assurance maladie d'autre part, est-ce que ce pilotage éclaté ne constitue pas un frein à toute réforme? Si, c'est forcément un sujet, mais je vois pas tellement la capacité politique à porter un sujet contre, enfin je sais pas, contre plus ou moins l'avis de l'ADF, enfin, en tout cas avec beaucoup de réticence de l'avis de l'ADF, mais moi je serais assez aligné avec ce qui a été dit avant. Qu'est-ce qu'on attend de bon de la PPL bien vieillir, qui existera ou pas? Bon, pas grand-chose. Pas grand-chose sincèrement. D'abord parce que l'urgence, et Marc l'a dit, l'urgence elle est d'abord économique. Quand on a eu depuis 10 ans des taux de revalorisation soins et dépendance, alors nous on est moins concernés sur l'hébergement effectivement, mais soins et dépendance qui évoluaient autour de 1%. 0% pour le tarif global, parce qu'on sait bien que le tarif global c'est surpayé. Bon, personne ne l'a jamais démontré, mais il paraît que c'est surpayé. On avait autour de 1. L'inflation était entre 0 et 1. Bon, c'était pas super, mais il n'y avait pas un décrochage. Quand l'inflation elle est à 6% et qu'on a 1,50 l'année dernière ou 2,06 cette année, bah en fait on nous baisse nos moyens. La réalité c'est que les moyens dans les EHPAD diminuent. Les coûts sont bien supérieurs à l'évolution des recettes, donc on nous baisse nos moyens. Donc la première urgence, c'est pas la PPL, c'est le PLFSS 2024 qui va se décider cet été, là, enfin dans les prochains jours. C'est ça la première urgence à mon avis. Et puis rien de bon, pourquoi? Parce que... Rapidement, Willy. Qu'attendre d'une Assemblée nationale sans majorité, avec une NUPES qui hystérise constamment les débats, avec des LR qui ont perdu toute boussole économique, et politique d'ailleurs, des députés qui sont, pour la plupart, sur les sujets économiques, un peu hors sol quand même, et complètement coupés des territoires, parce que alors là, s'il y avait bien une chose à faire, c'était surtout pas rompre le cumul des mandats entre mandat local et mandat national. On vient pas leur dire le vendredi quand ils rentrent dans leur circonscription, aujourd'hui, dis donc, ce que vous avez voté cette semaine, là, économiquement, c'est n'importe quoi, hein, sincèrement. Ils sont hors sol, sur le plan économique. Et puis, et Luc l'a dit, il n'y avait pas grand-chose dans la PPL au départ, elle a été un peu enrichie. La NUPES, elle avait constitué un projet de loi qui était très structuré, mais qui visait à faire disparaître le secteur privé. Quand on croise les différents articles, c'est très bien écrit d'ailleurs, on disparaissait. En étendant un secteur subventionné avec un modèle économique qui ne marche plus. C'est pas moi qui le dis que ce modèle économique qui marche plus, c'est autant la FHF que la FEAP. Aujourd'hui, le modèle économique des tarifs encadrés avec des taux de revalorisation trop faibles, il ne marche plus. Après, pour conclure, oui, une note d'optimisme, parce que Julien l'a très bien dit tout à l'heure, le temps de l'incertitude et des difficultés, c'est le temps des entrepreneurs. Donc, je partage l'avis de Luc, c'est à nous de prendre en main les choses, c'est à nous de faire évoluer le secteur et les choses, et c'est pas d'attendre les évolutions faites par les pouvoirs publics. Bien, alors on va retrouver la ministre. On va retrouver la ministre, Madame Firmin Lebaudot, qui, je pense, a écouté attentivement tout ce qui a été dit dans cette table ronde. Alors, on va voir comment on procède, parce que théoriquement, on a une intervention d'une certaine durée prévue avec Madame la ministre, mais peut-être souhaite-t-elle d'abord réagir à tout ce qu'elle a entendu, ce qui appellera peut-être une propre réaction de nos intervenants. Enfin, ça peut être intéressant si le dialogue s'instaure. Madame Firmin Lebaudot, je vous cède la parole. Tout d'abord, bonjour à tous. Excusez le fait d'être loin de vous et pas à Strasbourg, comme l'a fait Annie Vidal tout à l'heure. Mais je tenais quand même, puisque je crois ne pas avoir loupé beaucoup de congrès du CINERPA en tant que député, pour mon premier congrès en tant que ministre, pouvoir échanger avec vous sur les sujets, dans le cadre des fonctions ministérielles qui sont les miennes, échanger avec vous. Alors, vous me demandez une réaction sur la table ronde précédente. Le ministre Jean-Christophe Combe réagira, lui, demain, j'imagine, puisque c'est le cadre de son champ d'application. Néanmoins, je vais me permettre deux réactions. Rappeler à Luc Broussy que je crois qu'il a défendu assez longtemps le fait qu'une loi grand âge n'était pas forcément nécessaire et qu'on pouvait avancer à travers un plan et avancer par le réglementaire. Dire que je suis d'accord sur la capacité d'innovation des territoires, et je crois beaucoup, moi, en la capacité
d'innovation des territoires et des acteurs des territoires. Vous l'avez par de nombreuses fois démontré, votre capacité d'expérimenter, d'innover est importante et c'est ce qui nous fait collectivement avancer. Je tenais aussi à vous dire que moi je suis convaincu, et je tiens à l'affirmer, que le secteur privé joue un rôle essentiel dans le paysage des services de soins aux personnes âgées et que le travail que vous pouvez mener aux côtés des acteurs du public est essentiel. La collaboration publique-privée est essentielle au fonctionnement du secteur du grand âge et sur la prise en compte de nos aînés. Et enfin, puis après j'essaierai de répondre aux questions, mais comme je ne vais pas faire de propos liminaires trop longs, vous dire que sur les sujets sur lesquels je travaille, ça va me permettre de répondre à Marc Bourquin. Moi, je suis intimement persuadée que l'enjeu de la prise en charge des fragilités et des préfragilités, elle est essentielle. Nous travaillons beaucoup sur la dénutrition. Je crois que l'un d'entre vous l'a évoqué, et c'est un des axes, je crois, de la PPL Bien Vieillir, sur lequel il y a des propositions intéressantes sur les enjeux autour de la dénutrition. Et là, Luc ne pourra pas me démentir, je ne crois pas. C'est un enjeu important sur lequel nous avons encore à faire et sur lequel il nous faut encore avancer. Je le redis que la collaboration fonctionne très bien quand tous les acteurs se mettent autour de la table, et le succès du fameux plan PAPA, le plan anti-chute, montre à quel point, lorsque ensemble on arrive à travailler, on peut faire des belles choses et avoir des résultats intéressants. La construction du plan PAPA 2 devra nous conduire à travailler encore plus ensemble, à se coordonner et chacun apporter des réponses. Et pour répondre à cette volonté de repérer les préfragilités, pour essayer d'éviter le chemin vers la dépendance, j'ai confié une réflexion sur la santé des personnes âgées de 55 à 75 ans. Je pense que c'est quelque chose que nous n'avons pas encore bien appréhendé et qu'il nous faut le faire. Donc les chantiers sont ouverts pour essayer de travailler sur ces enjeux majeurs. Le ministre, dans sa feuille de route, sans aucun doute, y fera référence. Et vous dire aussi que je n'ai pas oublié que tout ça ne peut fonctionner que si nous avons des professionnels. D'abord, si nous avons des professionnels qui vont bien dans le cadre de leur exercice professionnel. Et Monsieur le Président du CINERPA, nous avons eu l'occasion d'en échanger il y a quelques jours ensemble. Le chantier qui est le moins autour de la santé des professionnels de santé et autour de la sécurité des professionnels de santé doit nous amener aussi à apporter des réponses aux professionnels qui interviennent dans vos établissements, dans les EHPAD, dans les résidences services seniors et dans les services d'aide à domicile. Donc je ne serai pas plus longue en préambule, je voulais vous redire ma détermination à toujours continuer dans les compétences qui sont les miennes à travailler sur les sujets du grand âge et vous dire que je crois, comme je l'ai toujours démontré, que la volonté, l'innovation et la volonté que vous portez de travailler sur des enjeux innovants reste pour nous aussi un gage d'avancer sur les sujets qui nous concernent, parce que le sujet du vieillissement de la population nous concerne tous. Voilà très vite ce que je souhaitais vous dire, et vous dire à quel point je regrettais vraiment de ne pas être là, mais que j'étais quand même ravie de pouvoir être parmi vous malgré tout. Bien, restez là, Madame la Ministre. Est-ce que Luc ou Marc, un mot sur ce qui a été dit? Marc? Oui, peut-être un mot. Je peux que être d'accord sur la question du dépistage des fragilités. Mais quand même, je voulais surtout rebondir sur ce que vient de dire la ministre sur la question de l'attractivité des métiers. Parce que s'il y avait une seule raison d'aller au bout quand même de cette PPL, c'est que je rappelle que les parlementaires ont voté à l'unanimité le principe d'une loi de programmation. Et dans cette loi de programmation, on peut organiser la réponse sur l'attractivité des métiers. Parce que si on ne programme pas le développement des moyens humains, avec les moyens financiers en face, évidemment,
on continuera à avoir des difficultés, alors là, tout secteur confondu, majeures, non seulement sur les questions de recrutement d'infirmières, d'aides-soignantes, mais aussi de tous les métiers, ce qu'on peut appeler les métiers du lien. Et ça se programme dans le temps. Et ça veut dire aussi que cette loi de programmation, c'est l'occasion de faire entendre au sommet du pouvoir, au sommet du gouvernement, que la demande de moyens nouveaux face à la transition énergétique, c'est pas une dépense, on évoque le chiffre de 10 milliards, il faut le marteler. Si on n'organise pas ces financements, on va dépenser plus d'argent en hospitalisant alors qu'on pourrait l'éviter, plus d'argent en ayant des dépenses fiscales de tous ordres, avec une différence majeure, c'est qu'on n'améliorera pas la vie des gens. Donc ça, le jour où les pouvoirs publics vont avoir compris qu'on ne va pas éviter de faire un effort collectif sur le grand âge, eh bien là, à ce moment-là, toutes les idées, je reprends ce que disait Luc tout à l'heure, qui maintenant font consensus chez les acteurs du secteur, elles pourront se mettre en mouvement pour vraiment passer une étape et peut-être rejoindre les pays qui ont déjà fait ces travaux, je pense notamment à la Scandinavie, et qui aujourd'hui, et je finis là-dessus, aujourd'hui, dans les pays scandinaves, l'espérance de vie sans incapacité est de 8 ans supérieure à la nôtre. Ça, c'est un objectif politique majeur, c'est de rendre de la vie aux années, en quelque sorte, et au fond, la collectivité y retrouvera, y compris économiquement, l'argent qu'elle aura investi. Luc ? Oui, bon, il se trouve qu'avec ma casquette de président de la filière Silver Economy, j'ai beaucoup de relations avec Agnès Firmin-Lebaudot, sur lequel on a avancé sur 3 sujets. Et il faut bien comprendre, pour que tout le monde le comprenne, entre ce que sont ses compétences à elle de ministre de la Santé et demain Jean-Christophe Combe qui sera là sur les affaires qui concernent plutôt le médico-social. Mais sur son domaine, elle a évoqué 3 sujets que je veux rappeler très, très rapidement parce qu'ils sont importants pour tout le monde. La dénutrition. Donc je sais que beaucoup d'entre vous participent à la semaine de la lutte contre la dénutrition. Il se trouve qu'après mon ami Jérôme Gage, c'est moi qui ai repris le pilotage de cette semaine, donc c'est d'où la référence à Agnès Firmin-Lebaudot là-dessus. On a fait une très belle séance la semaine dernière, il y avait 200 personnes au ministère. Donc participer à ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument essentiel. Et dans l'opération de communication des EHPAD, pas seulement privés, mais qui en ont bien besoin en ce moment, participer activement à des opérations de santé publique, à des sensibilisations de santé publique de ce type me paraissent essentielles. Deuxièmement, elle a effectivement mandaté la filière Silver Economy il y a une quinzaine de jours maintenant pour que nous menions d'ici le mois d'octobre une étude sur la santé des seniors. Les préfragilités, les 55-75 ans. Et donc, on a confié cette réflexion notamment à mon ami le professeur Olivier Guérin à Nice, et la commission s'est installée hier matin. Donc, sachez, voilà, dans les mois qui arrivent, il va y avoir une réflexion sur cette question de la santé et des seniors. Et puis, le sigle PAPA, qui n'est pas connu par tout le monde, nous, on a les papis, Agnès a des papas, c'est le plan de lutte contre les chutes. Là aussi, moi je l'avais souligné dans mon rapport de 2021 sur la 10 000 personnes âgées qui meurent chaque année de chute domestique. Et ce chiffre effrayant est totalement méconnu, est un impensé des politiques publiques. Et donc là aussi, le plan anti-chute, on a eu un amphi Larocque au ministère plein à craquer. Il n'y avait plus de place assise pour des intervenants qui venaient au ministère parler du plan anti-chute. Donc, vous voyez, à la fois je dénonce moi de temps en temps l'absence de grands dessins, mais en même temps, la politique, c'est aussi des plans thématiques comme ça qui soient vraiment volontaristes et qui peuvent donner des résultats. Et ce qu'a commencé à faire Agnès Firmin-Lebaudot depuis quelques mois sur ces sujets méritait d'être souligné. Merci. Madame la ministre, je vous laisse développer votre propos sur peut-être des points qui n'auraient pas été abordés présentement. Non, je vais répondre peut-être à Marc Bourquin. L'idée de la programmation, je l'ai toujours défendue en tant que parlementaire. Je continuerai bien sûr à la défendre en tant que ministre. Elle est importante, vous l'avez évoqué, pour l'attractivité des métiers. Elle est aussi importante pour donner des perspectives dans le temps et pour pouvoir, comme son nom l'indique, se projeter et programmer. Donc, je ne varierai pas sur l'idée de défendre une loi de programmation. Je pense que c'est pour moi nécessaire. Mais je le redis, l'attractivité des métiers, et vous l'avez dit, doit se travailler en interministériel. C'est vraiment pour moi quelque chose de majeur.
c'est bien tous les métiers du care qu'il nous faut pouvoir développer. Et quand on parle d'infirmière, et ben on ne sait pas si on ira travailler dans un EHPAD ou dans un hôpital ou en libéral. Là, l'enjeu, il est vraiment interministériel. Redire que tous ces plans dont a parlé Luc Broussy, ils ne fonctionnent que si on travaille main dans la main, collectivité, territoire, représentants de l'État dans les territoires, l'État, mais vous aussi, les acteurs du privé et du public. Je le redis, ces plans fonctionnent grâce à votre engagement et grâce à l'engagement de vos professionnels. Sur le plan anti-chute, Luc l'a dit, nous avons des enjeux majeurs pour tous. Et on voit bien que ça marche. Donc on va continuer dans ce sens-là. Sur la dénutrition, qui pour vos établissements est un enjeu important, on se reverra la semaine du mois de novembre pour la semaine de la dénutrition. Mais la dénutrition, c'est pas un enjeu que d'une semaine, c'est toute l'année dont il faut en parler. Donc on va essayer de travailler et de développer ces sujets-là. Avant de vous laisser, moi je vais vous parler de deux choses, de sujets sur lesquels je travaille et sur lesquels j'aurai besoin de vous. Je travaille sur les soins palliatifs et l'accompagnement de la fin de vie. Nous allons avoir besoin de former des professionnels dans vos établissements aux soins palliatifs, que ce soit les infirmières, que ce soit les aides à domicile. L'idée étant vraiment de permettre à vos résidents de rester jusqu'au bout dans leurs établissements. Et donc l'idée est vraiment de développer les soins palliatifs à domicile. Je sais à quel point l'EHPAD est le domicile, mais nous avons besoin de former les professionnels et je reviendrai vers vous pour que nous puissions ensemble travailler à un vaste plan de formation des professionnels dans ce domaine avec des équipes mobiles qui seraient dédiées à chacun de vos établissements. C'est pour moi un enjeu important dans les prochaines semaines. C'est aussi un enjeu d'attractivité des métiers parce que ça permet aussi de redonner du sens à l'exercice professionnel de vos salariés. Voilà très brièvement ce que je voulais vous dire. En tout cas, vous redire mon plaisir d'avoir été avec vous ce matin. Alors, permettez-moi 2 questions, s'il vous reste quelques minutes. Madame Firmano-Beaudeau. Ah mais oui, moi je suis dispo. Alors, on a parlé dans une table ronde précédente des infirmiers. Quel impact pour les EHPAD peut avoir l'évolution du métier d'infirmier ? Bah écoutez, moi j'ai dit à l'ordre des infirmiers lors de ses vœux que l'année 2023 serait l'année du métier d'infirmier, l'année sur l'évolution des formations et l'année aussi nous avons mis, ou le ministre François Braun et moi avons mis en chantier le décret de compétence du métier d'infirmier. Je pense qu'il est important que nous puissions faire évoluer cette profession. J'étais hier à Rouen, notamment sur le premier congrès national des IPA en santé mentale, par exemple, et on voit bien que cette profession évolue beaucoup. Elle va devoir encore évoluer parce que le métier d'infirmier, que ce soit en établissement, que ce soit en libéral, que ce soit en établissement médico-social ou à l'hôpital, va avoir des responsabilités dans la prise en charge de nos concitoyens. Donc il nous faut prendre en compte cette évolution de la profession. Et donc le chantier autour de la rénovation du métier d'infirmier est en cours. Ça va prendre un petit peu de temps, mais il était important que ce chantier soit lancé. Et puis la réflexion suite au rapport IGAS sur les enjeux autour de la formation. Il nous faut apporter des réponses assez rapides pour éviter ce taux d'abandon de jeunes qui rentrent en formation et qui ne vont pas au bout. Bien. Willy, c'est sur les infirmiers que vous souhaitez réagir ? Je voulais compléter rebondir sur les propos de la ministre. Sur le plan infirmier, il faut qu'on puisse accélérer sur les IPA, par exemple, en établissement, pour avoir échangé avec 2 IPA hier. Il y a des vrais... le sujet de l'élargissement des métiers dans nos établissements, secrétaire médical pour soulager nos équipes infirmiers-infirmières, enseignants en activité physique adaptée, responsable qualité et IPA pour faire face en complément de médecins prescripteurs au manque de médecins prescripteurs sur nos établissements, qu'ils soient libéraux ou salariés. Premier élément. Et puis deuxième élément sur les soins palliatifs, complété aussi par l'intervention des équipes mobiles et la formation des équipes qui ont été évoquées, par l'intervention de l'hospitalisation à domicile
dans nos structures et le développement de l'HAD. Et ça, il faut s'en saisir vite parce que les PRS 3 sont en train d'être publiés pour échange, concertation par les agences régionales de santé. Et c'est maintenant, si on veut fixer des objectifs de développement de l'hospitalisation à domicile très forts sur les différents territoires, et notamment en EHPAD, eh bien c'est maintenant qu'il faut absolument agir au moment où les PRS 3 sont en train d'être écrits. Très bien. Et Marc, vous me promettez de faire court? Très très rapide. Oui, il faut développer la culture palliative. Et oui aussi, je fais référence à un article dans un journal dit de référence sur la question des infirmiers. Ça a été évoqué tout à l'heure. Il faut travailler sur la manière dont on accueille les stagiaires, etc. Mais de grâce, il faut aussi parler de ceux qui vont jusqu'au bout. Il y en a 86% qui vont jusqu'au bout. On parle que des 14% qui vont pas jusqu'au bout. Il faut un vrai plan de communication, comme l'a fait la Défense nationale, sur les métiers de la santé et de l'autonomie. Il faut redire que ça, c'est pas l'enfer, c'est des beaux métiers qui ont du sens. Parce que si on continue à avoir ce discours des pouvoirs publics, pas des pouvoirs publics, pardon, parfois un peu des médias, de dire, oh là là, mais c'est l'enfer. Les hôpitaux, les EHPAD, c'est intenable. Ben, évidemment, comment attirer dans pourtant ce qui sont des beaux métiers, qui ont beaucoup de sens, des jeunes professionnels, si on ne le dit pas clairement, que c'est des métiers d'avenir et que c'est pas que des contraintes. Très bien, merci. Et enfin, juste avant que je ne cède la parole à Jean-Christophe pour clôturer la séquence avec la ministre, est-il possible d'avoir quelques détails, Madame Firmin-Lebaudot, sur le plan que vous avez évoqué concernant la santé des professionnels de santé? Alors, il est encore un peu tôt. J'ai eu l'occasion d'en parler à Santé Expo la semaine dernière. Vous savez que nous avons reçu 50 000 réponses. Nous sommes en train vraiment au questionnaire que nous avons lancé, nous sommes en train vraiment de faire un état. Ce que je souhaite dire, c'est que nous avons lancé 4 études pour vraiment objectiver l'état des professionnels de santé, mais vous dire que nous avons, je crois, eu raison de lancer ce chantier. C'est une vraie préoccupation de tous les professionnels, une vraie adhésion à la fois des établissements et aussi de la santé de ville, parce qu'il ne faut pas oublier la santé de ville. On parle beaucoup des établissements, mais on oublie un peu trop parfois les professionnels de ville. On viendra très vite avec Philippe de Normandie qui a en charge ce dossier faire des propositions. Moi, je voulais rebondir sur les IPA. Sur les IPA, je suis d'accord. Je vous l'ai dit, j'étais hier au premier congrès national des IPA en santé mentale. C'est un enjeu majeur de développer les IPA et notamment en EHPAD. Et vous avez eu raison de souligner la nécessaire coordination avec les PRS et le développement de l'hospitalisation à domicile. Et en conclusion, mais Marc m'a un peu piqué ma conclusion. Je le dis tous les jours et à chaque fois que j'interviens. Nous devons arrêter cette spirale négative dans laquelle nous sommes et nous réussirons à l'arrêter que si nous parlons positivement de ces beaux métiers. On ne s'engage pas dans les métiers du soin par hasard, mais comment voulez-vous qu'on donne envie aux jeunes de s'y engager si toute la journée on dit que c'est pourri? Enfin, je crois qu'il faut le dire. Donc, nous avons une responsabilité individuelle et collective de parler positivement de ces métiers. Voilà. Merci. Pour finir, Jean-Christophe. Oui. Ouais, donc, Madame la Ministre, merci pour votre intervention. On vous regrette, bien entendu. On aurait préféré que vous soyez avec nous, mais bon, on sait que vous avez un agenda très chargé. Vous nous l'avez dit la semaine dernière. Et d'ailleurs aussi, à ce propos, on voulait également vous remercier, puisque, comme vous l'avez indiqué, vous avez toujours été une partenaire active et dynamique à nos côtés lorsque vous étiez député, mais maintenant que vous avez pris des fonctions supérieures, vous ne nous avez pas oubliés. Et donc, on voulait vous en remercier. On a échangé avec vous longuement sur des sujets de pénurie de personnel médical, de personnel paramédicaux. On a échangé, parce que vous avez de belles idées sur les soins palliatifs, et plus particulièrement sur l'accompagnement de fin de vie dans nos établissements, pour alléger d'abord les équipes soignantes qui sont confrontées au quotidien, mais également pour accompagner les familles qui malheureusement sont souvent en détresse
On en a parlé lors des 2-3 derniers jours avant la fin de la vie. Voilà, donc merci encore. Et bien entendu, on a échangé sur l'attractivité parce que vous avez vous avez également abordé les équipes en place et le prendre soin des équipes en place, parce qu'on parle souvent des postes que nous n'avons pas, des professionnels que nous allons essayer d'aller chercher, mais on oublie souvent, et ça c'est mon leitmotiv, les équipes en place, et c'est elles qui ont besoin de nous aujourd'hui, parce qu'on doit les récompenser pour tout ce qu'elles font au quotidien et tout ce qu'elles endurent depuis des années, de longues années de crise. Voilà, Madame la Ministre, merci beaucoup. Apparemment, le temps presse, on me demande d'être court, donc je suis court. À très vite. Merci, Madame. Merci, et merci également à Luc Broussy, Marc Bourquin et Willy Sirette. Merci à vous tous. Merci Jean-Christophe. Je vous laisse regagner la salle.